Bon. Bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi. Bon, je pense qu'on a notre public. Aujourd'hui, on va vous donner les clés de comment stresser moins tout en déployant souvent. Mais avant de vous raconter tous nos trucs et astuces, on a une petite histoire à vous raconter. Donc on a une super annonce à vous dire. Ma paire a été approuvée et mergée, donc je suis vraiment super contente. C'était vraiment beaucoup de travail, 2 mois de dev. J'ai touché à plusieurs microservices, j'ai fait du front, du back. Mais là, ça y est, c'est le grand jour. Je vais pouvoir merger. Ah, bon, tout s'est pas passé comme prévu. Effectivement, je vous l'ai dit, j'ai fait tout d'un coup, j'ai mergé tout d'un coup, et c'était pas la bonne stratégie. Arrêtons la stratégie, on merge quand tout est prêt. Bonjour, je m'appelle Marion Chino et je suis développeuse full stack chez Takima. Et moi, c'est Elie Soumanavong et je suis aussi développeuse full stack chez Takima. Et aujourd'hui, on a 45 minutes pour sortir du mode tout ou rien. Donc déjà un peu de contexte. Donc nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est le merge rare qui accumule les risques. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur ça? C'est avec nos outils de travail de base. Tout d'abord, c'est la stratégie de branchement de Git. Je pense que vous en avez tous une. Nous, on travaille avec un GitHub Flow parce qu'à nos studios, c'est vraiment le plus simple et qui est approprié à notre contexte. Donc qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est que tout ce qui est push sur main est déployable à tout moment. C'est comme ça permet de juste partir des derniers commits qui sont mergés sur main pour faire nos branches de développement. Du coup, Marion et moi, on travaille sur le même projet. On a chacune une feature différente, chacune sa branche de dev. Donc moi, je suis contente, j'ai fini ma feature, j'ai pu merger mes changements sur main. C'est à mon tour, j'ai fini ma feature, je vais pouvoir merger. On va même pouvoir lancer une release. Sauf que là, ça nous a posé 2 problèmes majeurs. Déjà, quand ça a été à mon tour de merger, j'ai eu un énorme rebase parce qu'Élise et moi, on a touché au même service. Je la soupçonne d'ailleurs d'avoir fait traîner ma PR pour merger avant moi. J'ai peut-être laissé traîner la review, j'avoue. Genre l'approve, il n'est pas parti tout de suite. Et en plus de ça, on a eu un deuxième problème. C'est qu'en plus, on a travaillé sur les mêmes services clés. Et en fait, il y a des edge cases qu'on n'avait pas prévus. Et donc, ça commence à se voir en prod. Et les utilisateurs, vous les connaissez, ça tombe toujours dans des edge cases. Donc bon, on est obligé de repasser en mode FF et on n'est pas content. En plus, là, on vous présente cette situation, mais on n'était que 2 à développer en parallèle. Mais dans la vraie vie, on va avoir des équipes de 6, voire même 8 devs, donc beaucoup plus de personnes en parallèle. Et on va avoir beaucoup plus d'utilisateurs. Donc on est quasiment sûr qu'on va tomber à un moment dans un des no edge cases. Et en plus, comme on aura beaucoup d'utilisateurs, on risque d'avoir de la volumétrie à traiter, donc tous les problèmes de performance qui viennent avec, ce qui arrive dans les prods critiques. Donc nous, on va vous donner des moyens de merger plus souvent. Donc, on repart sur notre stratégie de branchement Git. C'est la première chose qu'on peut changer. Et nous, on vous propose de passer en trunk-based development. Donc, l'idée, c'est de travailler en plus petite itération et de rapatrier aussitôt que possible nos changements sur la branche main. Donc, comme ça, j'ai des changements dans un service qui n'ont pas d'impact, je le rapatrie. Et ainsi de suite. Comme ça, les autres prennent en compte mes changements et je prends en compte les changements des autres. Et comme ça, je peux release à tout moment. Travailler avec cette méthode, ça va nous permettre de travailler en plus petits batchs, donc faire plus d'itérations. On va pouvoir le faire en intégration continue. On va pouvoir le faire si on fait notamment du DevOps, ça va pouvoir s'adapter facilement. Mais même si on déploie moins souvent, on peut adopter cette stratégie. Et ça va réduire la complexité entre les différentes features parce qu'on aura un tronc commun beaucoup plus solide. Du coup, tout ce qui émerge part en prod, là, Élise. Et en plus, par contre, vous allez nous dire, on ne peut pas se permettre de déployer des demi-features. Eh bien, on a une solution pour ça, et c'est ce que vous êtes venus voir, c'est les release flags. Donc, qu'est-ce que c'est un release flag? C'est un peu une sorte d'interrupteur. Donc, ça va nous permettre de d'écrire notre code, mais de le cacher, il ne sera pas visible par les utilisateurs. Donc, ça va nous permettre de découpler le développement de l'activation de la feature. Donc, ce qu'on fait en rose, ce sera sur main, mais nos utilisateurs ne le verront pas. Il sera derrière le flag. Et en plus de ça, ça va aussi nous faciliter les hotfix. En fait, si on met en prod quelque chose et on se rend compte qu'il y a un bug, avant, on devait se dépêcher d'envoyer le fix en prod. Mais maintenant, on peut juste changer la valeur de notre flag. Du coup, ça va désactiver cette partie du code. On peut prendre le temps de faire le fix et l'envoyer et réactiver après avec le flag. Ça va aussi nous permettre de découper nos épiques. Donc, ce que je vous présentais au début du talk, où on fait 2 mois de dev sur un seul
un seul merge à la fin, bah, c'est plus possible. On va pouvoir faire plein de petits tickets, du coup faire des meilleures conceptions, améliorer l'estimation, vu qu'on va avoir une vision plus nette de ce qu'on veut faire, plus précise, on sera meilleur. Et en plus, on va pouvoir paralléliser, notamment si on est sur plusieurs microservices, ça pourrait être intéressant. Donc bon, pour l'instant, pour nous, les feature flags, ça a vraiment que des avantages. Comme Marion vient de le dire, on a un découpage des épis qui est plus fin, qui arrange à la fois les développeurs et l'équipe métier. Comme mon code est découplé de l'activation, ça peut être activé quand le business le demande réellement. Et surtout, ça va faciliter les hotfix. Plus besoin de rollback, on change la valeur du flag. Et on peut faire les release flags de plein de manières différentes. Alors, on va vous montrer comment. Donc déjà, une petite mise en situation. Donc on a ce magnifique site qui s'appelle Takiship, qui va nous permettre de livrer des colis, donc de particulier à particulier. Donc ce sera nos utilisateurs, ce sera notre B2C. Et après, on va devoir interagir aussi avec des transporteurs qui vont livrer les colis pour nous. Ce sera notre B2B. Donc on aura fait ce site en Java Spring pour le back-end, en Angular pour le front-end, et on va utiliser Kubernetes et Argo. Et là, ce qu'on est en train de développer en ce moment, c'est la livraison express, donc qui sera représentée par ce petit bouton. Évidemment, il n'y a pas que ce bouton qui nous intéresse, c'est tout ce qui va avec. Et c'est sur ça qu'on va mettre notre release flag. Donc, la première façon de faire des release flags, c'est de les mettre dans l'application YAML. Mais bon, dans le code, comment ça se traduit? Donc, on vous l'a dit, c'est un flag, c'est un on-off, c'est une valeur booléenne. Donc, moi, j'ai mon booléen express delivery label. Bon, je travaille en Java, c'est pas une valeur qui se balade, je le mets ça dans une classe, et du coup, pour que ça reste propre, je le mets ça dans une classe dédiée de properties. Bon, je suis en Java, je suis en objet, du coup, j'ai en plus besoin... je suis en Spring surtout. Du coup, cette classe, j'en fais un bin, et comme c'est une classe de properties, un bin de properties, je peux le déclarer avec mon add configuration properties. Et le petit préfixe, il va me servir à le déclarer dans l'application YAML. Donc, en plus, pour pouvoir utiliser ce flag, j'ai évidemment besoin de mon setter et mon getter pour y accéder. Donc, là où moi j'en ai besoin, c'est dans mon Express Delivery Service. Et du coup, j'ai juste à injecter ce bin et je vais pouvoir ensuite l'utiliser dans le code où je vais vraiment en avoir besoin. Donc, ce qui est important, vraiment, c'est comme on duplique de la logique, c'est de au maximum centraliser ce bloc de if. If, mon ancien comportement, else, mon nouveau comportement. Et donc voilà, vous avez compris, c'est un if-else. Tout le monde sait déjà faire ça. Et bon, donc là où vit vraiment la valeur du flag, ça va être dans mon application YAML. C'est là où vit toute la configuration de mon application. Mais du coup, on met nos commits au milieu de nos commits de feature? C'est vrai que ça peut poser un petit peu problème parce que, imaginons, moi ma feature elle a déjà été activée et en fait j'ai envie de faire un rollback, enfin pas un rollback, à désactiver cette feature. Si je le mets sur main, là vous voyez les deux petits points bleus en plus, c'est des commits d'autres personnes, ça introduit du risque parce que même si ça a été QA, le 100% c'est jamais possible. Du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment séparer la configuration du code. Ok, mais on le met où? Parce que pour moi, si c'est pas dans Git, ça n'a pas eu lieu. Je pense qu'on peut passer en GitOps. Ça tombe bien parce qu'en plus, on avait comme orchestrateur Kubernetes et on a un outil de synchronisation qui est Argo. Donc avec ça, on est bien équipé pour passer en GitOps. Donc comme on vous l'a dit, on veut séparer notre configuration et on veut que ça reste dans Git. Donc on va faire un nouveau repo. On va avoir un repo pour notre code applicatif et un repo pour nos configurations. Si je veux changer la valeur de mon flag, je vais push une PR sur ce nouveau repo et je vais la merger. Et en fait, on va avoir Argo qui va suivre tous les changements de ce repo. Le repo, ce sera vraiment notre source de vérité. Et après, il va l'appliquer à nos différents clusters. En plus de ça, il y a une fonctionnalité qui va nous permettre d'être sûr que ce soit vraiment la source de vérité. Parce que s'il y a un changement qui est fait à la main, Argo va le détecter et remettra la valeur cohérente avec celle du repo. Par contre, si on fait ça, on doit quand même aller restart nos pods. Et clairement, j'ai pas envie de faire du kubectl tout le temps à la main. Donc je pense qu'il faut qu'on pousse encore plus loin. Le rêve, ce serait de faire du hot reload. Ça nous permettrait de ne pas avoir à redémarrer nos pods, notre application, pour changer la valeur du flag. Donc pour faire apparaître notre bouton de livraison express. Bon, ça tombe bien. Il y a un truc qui existe déjà. Ça s'appelle RefreshCop, et donc c'est une fonctionnalité de Spring Cloud. Donc qu'est-ce que c'est? Spring Cloud, c'est un projet annexe de Spring qui permet de séparer la configuration du code applicatif, d'avoir donc vraiment un serveur de config.
Et le refresh cop, ça vit dans le package common, parce que c'est tout simple, ça fonctionne bien à proxy. Pour que ça fonctionne réellement, vous avez juste besoin en plus des actuators. Mais bon, je pense que vous les avez déjà sur votre application, parce que ça sert vraiment à faire du monitoring basique de la santé de l'app. Du coup, comment ça fonctionne? Bon, au démarrage, moi, j'ai besoin d'injecter mon bin de properties, mais je vous l'ai dit, ça fonctionne via proxy. Donc, en réalité, il va y avoir un bin de proxy qui va réellement être injecté. Donc, au premier appel, je vais pouvoir récupérer directement la valeur. Mais comment on modifie la valeur? C'est avec l'actuator? T'es vraiment trop forte, Marion. Elle spoil tout. Enfin, en effet, je vous ai dit, c'est avec les actuators. Donc, comment ça va fonctionner? Vous allez faire un post sur l'endpoint de actuator refresh. Donc, il faut bien penser dans votre configuration à l'exposer. Et donc là, vous allez pouvoir envoyer les nouvelles valeurs des flags. Donc, au moment de cet appel, ça va juste aller invalider la mémoire du cache, du proxy. Et donc, c'est seulement au prochain appel où l'ancien bin est vraiment supprimé. Et donc, le proxy va pouvoir aller chercher la bonne valeur, la nouvelle valeur du flag dans le config serveur. Et bon, dans le code, vraiment, c'est tout simple. Vous reprenez tout ce qu'on a déjà fait pour vos bins de properties. Il y a juste à rajouter la notation @refreshCop. C'est génial là ce que tu nous présentes, Élise, mais t'as pas des limites? Tu peux faire ça partout. Bah, ça serait chouette, mais il y a quand même quelques trucs à savoir. La première, c'est que c'est assez dommage, mais ça fonctionne pas vraiment avec les bins qui sont en add schedule, parce que ça n'a pas les mêmes cycles de vie, donc ça ne va pas pouvoir se rechanger la valeur du cron instantanément. La deuxième limite qui est quand même assez importante, c'est qu'on ne veut pas et qu'on ne peut pas mettre du refresh cop sur les ressources stateful. Encore une fois, pour une question de cycle de vie, ça serait dangereux et ça pourrait carrément couper toutes les connexions de la DB d'un coup et donc faire crash votre app, ce qui serait assez dommage. Attends, mais il y a encore une action manuelle à faire là. C'est louche ton histoire. Bah, c'est vrai que pour l'instant, moi j'ai juste parlé d'un post actuator refresh. Bah, je pense que je pourrais exposer cet endpoint, mais bon, je pense pas que ça soit très sécurisé parce que bah, si ça fuite, n'importe qui peut changer les valeurs. Bah, sinon, tu peux continuer à te connecter au cluster. Non, non, je pense qu'on va trouver mieux. Et pour ça, on va pouvoir utiliser à la fois le GitOps et le refresh scope. En fait, on va déléguer l'appel de l'actuator à notre GitOps. Donc là, on est allé un peu dans la technique. Si on reprend un peu une vision plus large, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, ça va être des choix à faire quand vous voulez mettre votre release flag en fonction de votre besoin. Donc si vous devez avoir une configuration séparée, on va vous conseiller de plutôt vous orienter vers du GitOps. Si ce n'est pas nécessaire pour vous, mettre vos flags dans l'application YAML, ça fonctionne très bien. Vas-y. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez besoin de hot reload? Nous, dans notre contexte, on a des applications qui mettent un peu de temps à redémarrer. On en a vraiment besoin. Donc c'est pour ça qu'on a le refresh cop mis en place avec Argo. Sinon, juste avoir le config serveur qui vit à côté de l'app, ça suffit. OK, donc si on revient dans une situation réelle, là, j'ai mon QA qui nous demande d'activer la nouvelle feature sur l'env 3. On peut lui faire une PR. Et demain matin, on doit faire une activation à 6h du matin pour les clients. Tu t'en occupes, hein? Je peux pas, je peux... Non. OK, une fois. Et attends, je crois qu'on a un appel de notre PM. On va devoir vous laisser. On a une feature qui est en train de bugger en prod. On revient. Je dois faire une PR encore pour la désactiver. Mais bon... Bon, clairement, c'est pas viable comme situation, si c'est une demande du client, s'il y a des horaires précises. Donc c'est cool, mais on a toujours besoin d'un dev. Donc on a une alternative à ça. C'est quelque chose en plus de très simple, qui utilise des choses que vous connaissez sans doute tous. C'est de faire une page admin en fait, et de le stocker en base de données pour donner après l'accès à notre PM ou à notre QA par exemple sur cette page admin. On pourrait imaginer une page très simple avec la liste de nos release flags et un petit toggle on-off. Ils peuvent l'activer tout seuls. Du coup, on a une table aussi simple avec le code, la valeur si c'est enable ou pas et le titre. Et grande surprise, on va passer par des endpoints pour pouvoir le modifier. Donc ça, c'est une option qui va vous permettre de le faire assez facilement, un release flag qui peut être mis à jour par le métier. Mais donc ça, c'est cool. Le PM, il peut désactiver sans nous maintenant, mais en vrai,
on a aussi besoin d'utiliser le flag dans le front. En soi, moi, c'est sur... là, j'aimerais bien conditionner l'apparition de ce bouton par rapport à un flag. Et encore, là, ça va, c'est juste un bouton. Mais parfois, c'est des comportements complets de page qui vont pouvoir être modifiés. Comment est-ce que tu fais? On met un flag dans le back-end et un flag dans le front-end. Je suis pas sûre. Hein. Le problème avec ça, c'est que s'ils vivent chacun de leur côté, ils risquent d'être incohérents et ils n'auront plus aucun sens. Du coup, on va pouvoir faire des appels, sauf que plus on va avoir de flags, plus on va avoir d'appels. Donc clairement, c'est pas quelque chose qu'on veut non plus. Donc nous, la solution qu'on a mis en place, c'est faire un appel général qui va récupérer tous nos toggles à chaque fois qu'on refresh notre front-end. Et du coup, après, on va le passer aux différents composants. Du coup, il y aura un seul call et l'application pourra vivre d'elle-même. Donc cette fois-ci, si on compare avec ce qu'on vous a déjà présenté, on se pose une question un petit peu au-dessus qui est est-ce qu'on a besoin que le flag, que la feature soit activable par des personnes qui sont non tech? Et donc si c'est oui, ce qu'on vous conseille, c'est donc de l'utiliser de faire des flags en base de données et de leur donner accès via une page admin. Donc ça demande juste en plus forcément d'avoir un script de migration, de maintenir cette page admin. Mais bon, aujourd'hui, ce genre de choses, ça coûte rien du tout à faire avec l'IA. Le vrai inconvénient qu'on voit en plus, c'est qu'on mélange dans notre base de données de la configuration de l'application avec des données clients. Et nous, c'est ce qu'on veut éviter. Et si on reprend du coup ce petit arbre de décision un peu plus global, comme je vous l'ai dit, ça vient avant la question de où est-ce que je mets ma configuration. Par contre, ce qu'on n'a pas dit jusque-là, mais qui paraît quand même assez évident, c'est que d'avoir la base de données, d'avoir cette solution en base de données avec une page front, c'est que ça va permettre de faire du hot reload sans passer par tout un tas de configurations de GitOps. Ok, on vous a fait une petite pause pour ne pas vous assommer. Là, on a parlé un peu de code, mais si on reprend un peu de hauteur, ce dont on vous parlait, nous, c'était les release flags. Et les release flags, c'est pour qui? C'est pour les développeurs, mais pas seulement, le métier aussi est au courant et va suivre ça. C'est pourquoi? C'est pour découper les épiques, pour vraiment découpler l'activation du merge de nos tickets. Et ça va également faciliter les rollbacks, donc on pourra changer la valeur du flag et prendre le temps de faire le fixe. Donc on vous a présenté plusieurs manières de le faire, donc soit mettre les flags dans l'application YAML, soit mettre les flags dans une base de données avec une page admin, soit avec un refresh scope. Il existe même des outils pour le gérer. Mais bon, vous deviez vous en douter, on n'allait pas présenter que des release flags en if-else. Moi, j'ai d'autres problèmes dans la vie. Je vous explique. Donc, je travaille sur une feature où le principe, c'est que je vais faire un fetch plusieurs fois par jour de plusieurs jours de données de mes utilisateurs. Donc, ça commence à faire pas mal de data. Ces données-là, en plus, elles servent à calculer des KPI. Donc, à savoir si on rapporte assez d'argent, comment ça se passe. Donc, c'est forcément une feature qui est assez importante. Bon, moi, j'ai travaillé dessus, je la teste, normal, j'ai des environnements de test, tout va bien. Par contre, entre la test et ma prod, j'ai pas du tout la même volumétrie de données. On fait largement un x10 et forcément, je peux pas me permettre de répliquer cette volumétrie, ça coûterait trop cher. Donc, et en plus de ça, j'ai un autre problème sur la volumétrie, c'est que mon application, elle est très impactée par la saisonnalité. En janvier, ça se passe bien, c'est normal. Par contre, comme moi, mon application elle livre des colis, par exemple, à la semaine de Cyber Week, j'ai fait encore une fois un x10 sur toute la charge. Et donc, comment est-ce que je peux faire pour déployer sur une volumétrie de données variable? Je te propose de voir les ops flags. Très bonne idée, parce que les ops flags, à quoi ça sert? Donc c'est toujours un flag, et cette fois-ci, le but, ça va être de permettre à l'application d'ajuster son comportement en fonction de la charge. Donc grossièrement, ça va me faire un énorme filet de sécurité. Donc là, j'ai listé quelques cas qu'on peut rencontrer, c'est évidemment pas exhaustif. Donc par exemple, je l'utilise surtout quand je dois traiter des très gros volumes de données, quand j'ai des requêtes SQL qui peuvent être assez longues et dont je suis pas tout à fait sûre de leur comportement en fonction de la data ou des histoires de réseau, ou quand j'ai des dépendances à des services externes qui peuvent être assez fragiles. Donc cette fois-ci, mon flag, ça va être vraiment plus qu'un simple on-off. Je vais pouvoir mettre une valeur plus technique. Donc
pour les histoires de SQL, un nombre, que ça soit donc, la taille de ma pagination, une durée de timeout, un kill switch pour pouvoir killer ma dépendance externe. Et là, le but, c'est vraiment d'avoir un système qui réagit au runtime. Et donc, pour pouvoir mettre tout ça en place, on reprend les outils qu'on connaît déjà. Ça reste de la configuration, ça reste des comportements dans le code. Donc moi, je le fais comme c'est du runtime avec mes bins de properties en refresh scope et tout va vivre dans mes repos de GitOps. Et dans le code, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va avoir une valeur, mais cette fois, ce ne sera pas juste un booléen, ce sera vraiment une valeur numérique. Donc, par exemple, le nombre de jours de données qu'on veut récupérer. On va remettre nos annotations, donc le @refreshScope, le @configuration et le @configuration properties. Et on aura notre préfixe qui nous sera utile dans notre config map. Cette fois-ci, on va injecter notre bin directement dans notre DAO parce que c'est là qu'on aura besoin de la valeur. Et du coup, là, on va retrouver notre préfixe et on va pouvoir choisir la valeur qu'on veut mettre. Donc ici, par exemple, 5 jours. Donc si on résume, l'Ops Flag, c'est à la destination d'une audience technique. Ça va être les devs qui vont décider d'en mettre un en place. Pourquoi dès que c'est un changement technique qui est risqué, donc je vous ai déjà énuméré, encore une fois, il y a d'autres cas qui existent, donc sur les valeurs techniques, sur de la data qui est assez en grosse volumétrie ou un service externe. Et comment est-ce qu'on fait? On récupère les outils qu'on connaît déjà avec le refresh scope et le GitOps. Je pense qu'on a vu pas mal de trucs techniques. J'espère que vous ne dormez pas encore. Je crois qu'on n'a pas fait le tour de tous les feature flags qu'on peut utiliser. Ouais, mais bon, si on fait un petit récap, là, on a déjà appris qu'on pouvait développer nos features en toute tranquillité grâce aux feature flags, grâce aux release flags, ça a plein de noms. Et qu'on savait maîtriser des cas complexes, des cas techniques complexes grâce aux ops flags. Mais il y a notre PM qui voit que c'est un outil qu'on utilise et qu'on aime bien, et il voudrait l'utiliser lui aussi. Alors un flag pour un changement de métier impactant, est-ce que c'est possible? Pour ça, on va utiliser les experimental flags. Encore une situation que je vous présente. Je vous explique. On travaille sur Takiship et là, il y a nos PM, même toute l'équipe métier qui travaille sur une nouvelle solution. Et il y a deux UX qui sont possibles. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc moi, ce que je leur propose, c'est de tester les deux solutions vu qu'elles se valent. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Si on a une approche naïve, c'est donc de d'abord tester l'une, puis l'autre. C'est assez simple. Donc je fais la première, je la désactive, je fais la deuxième. Et quand je suis sûre de laquelle est la bonne, je mets la bonne en prod. Bon, là, pas de chance, c'est la version A qu'on avait déjà qui était la première à être testée qui gagne. Et quand on regarde un petit peu comment ça se passe en tant que développeur, on voit bien que ça pose problème parce que on retourne à notre situation où soit je fais un revert de commit, soit je recode totalement la logique et en plus ça introduit du risque. Ça refait des conflits et le QA il travaille deux fois. Moi, l'expérience d'Evex, elle n'est pas top. Mais en plus de ça, et encore plus grave, c'est que ça a des impacts métiers. Donc déjà, il y a 100% de mes utilisateurs qui vont tester les deux solutions. Donc eux, ça va être confus parce qu'ils retournent à la solution A, alors qu'ils s'étaient habitués à la solution B. Et en plus, si la solution B était vraiment pas top, à ce moment-là, je peux carrément perdre du revenu. Et genre sur 100% du flux, on veut éviter. Donc la solution à ça, ça va être de faire de l'A/B testing. Donc si on reprend notre problème, on a deux possibilités, sauf qu'au lieu de les mettre l'une puis l'autre, cette fois on va les mettre en parallèle. Alors qu'est-ce qui se passe? Au début de l'expérience, il faut vraiment prendre le temps de déjà définir des métriques qui vont nous être utiles, de définir la durée de l'expérience. Par exemple, nous, si on fait l'expérience sur notre Cyber Week, ça ne va pas du tout être le même résultat que si on le fait en janvier. Pareil, on va beaucoup plus avoir de commandes le samedi. Donc si on fait notre expérience que le samedi, ça ne va pas être représentatif. Donc, il faut vraiment choisir une échelle de temps qui permet de lisser un peu la saisonnalité. Une fois que vous avez votre échelle de temps, vous pouvez lancer l'expérience. Vous définissez vos métriques. Et après, il faut répartir les utilisateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, un utilisateur, pour la première fois, quand il va se connecter, il va être réparti de manière aléatoire entre les deux. Par contre, ce qui est très important, c'est qu'il ne change pas. Une fois qu'il est venu une fois, qu'il allait sur le formulaire, il faut qu'il aille toujours sur le formulaire. Ça, c'est vraiment très important pour l'A/B testing. Et pour ça, on va utiliser les sticky sessions. Et du coup, on va le mettre l'ID dans les cookies. Et ça va nous permettre de savoir sur quelle session il est allé dès le début. Du coup, ça va permettre de garder vraiment la séparation claire. Et dans le code, du coup, qu'est-ce que ça nous donne?
Bon, je pense que vous vous en doutez, on parle de flag depuis le début. Là, on fait coexister deux versions de l'application. On reste sur un if-else toujours centralisé. Pendant que l'AB testing est en cours, ça va être l'ID de la session utilisateur qui va fixer la valeur du flag. Et dès que l'expérience sera finie, qu'on sera sûr de quelle valeur on garde, on pourra la fixer en dur dans le code, avec les outils qu'on connaît déjà. Mais du coup, comment est-ce que je sais si c'est A ou B la meilleure version? Déjà, c'est très important d'exposer la valeur sur laquelle l'utilisateur est allé, de savoir s'il est allé sur le form ou sur le wizard. En plus, c'est important de monitorer les interactions clés, où est-ce que l'utilisateur clique, comment est-ce qu'il navigue, etc. Après, on veut savoir s'il a passé des commandes, s'il s'est inscrit, donc si on a converti l'action. Je pense que c'est évident, mais on monitore les performances. On ne veut pas dégrader l'utilisation de l'application. Et enfin, on ne vous l'apprend pas, il faut monitorer ses erreurs. Et en comparant tout ça, on va pouvoir savoir laquelle a été la meilleure version pour nous. Bon, nous, on est contents, c'est la version Wizard qui a gagné. C'était la fin de l'expérimentation. J'ai juste fixé la valeur dans ma config serveur. Donc, si on prend un peu de recul sur l'A/B testing, qu'est-ce qui est important quand on se fait ce genre d'expérience? Ça va être d'avoir une répartition aléatoire des utilisateurs et déterministe. Donc ça va être grâce à la sticky session. On va pouvoir les répartir. Souvent, on fait 50-50, mais vous pouvez choisir de faire par exemple 70-30, mais il faudra bien le prendre en compte après dans votre analyse, parce que ça va changer du coup vos résultats. Ce qui est très important quand on fait ce genre d'expérience, c'est vraiment de définir des critères de comparaison dès le début, parce que des mauvais critères, ça va vous mener à des mauvaises conclusions, et du coup, vous ne ferez pas le bon choix. Ce sera un peu dommage après avoir mis tout ça en place. Et du coup, les pièges dont on vous a déjà parlé, ça va être de bien choisir votre période, de faire attention à la saisonnalité, et de ne pas faire trop de variants en même temps. Donc là, on vous a présenté deux, on conseille de ne pas trop aller au-dessus. Donc si on prend notre petit récap, l'A/B testing, c'est pour l'équipe métier. C'est eux qui vont décider qu'on doit tester différentes versions en même temps. Donc pourquoi comparer deux versions? Et comment on fait? On reprend les outils des flags qu'on connaît déjà. Il faut juste rajouter de la sticky session pour gérer la session utilisateur et les loggers qui sont utiles pour monitorer l'application. Petite pause pour nous aussi. Ok, on a encore une nouvelle situation à vous présenter. Là, notre application, on veut mettre en place une réduction, on veut modifier la facturation. Mais comme vous vous doutez, la facturation, c'est quand même un sujet très sensible. Et clairement, on ne veut pas qu'il y ait d'erreur, on ne peut pas se permettre qu'il y ait d'erreur. Et du coup, pour faire cette modification en toute sécurité, on va utiliser le shadow mode. Le shadow mode, c'est vraiment adapté au domaine zéro tolérance. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Donc moi j'ai une application avec une facturation qui tourne déjà en prod. Donc mon utilisateur, c'est ce qu'il voit. En parallèle, je vais pouvoir mettre en place les nouveaux calculs de facturation, donc avec la réduction, mais qui ne sera pas branché à l'utilisateur. Donc ça va être un nouveau moteur de facturation qui tourne en silence. Le temps de l'expérimentation, je vais évidemment vouloir comparer les résultats des deux, comment voir si tout est cohérent. Et dès qu'il y aura des erreurs, je vais vouloir donc pouvoir les monitorer pour pouvoir les corriger au plus vite. Donc je laisse tourner ça un certain temps. Et une fois que j'ai validé mes résultats, je vais pouvoir débrancher l'ancienne version et brancher les utilisateurs à la nouvelle version de facturation. Et bon, et dans le code, qu'est-ce que ça donne? Aucune surprise, c'est un if-else centralisé. C'est le flag qui va nous permettre de savoir que les utilisateurs vont sur la première version. Et une fois qu'on est serein, on va pouvoir tous les switcher sur la deuxième version. Donc le shadow mode, c'est vraiment adapté pour les modifications de fonctionnalités. Souvent, il y a une version qui existe déjà et on veut la mettre à jour. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir le comparer en direct sur un trafic réel, vu que tous les utilisateurs vont passer dans les deux flows quand on compare. Et ça n'aura pas d'impact utilisateur. Par contre, on aura un double coût d'infra, vu qu'on va faire les calculs deux fois à chaque fois. Ça va aussi apporter de la complexité de maintenance, vu qu'il y aura les deux flows à maintenir. Et comme vous le doutez, ce n'est pas possible pour un changement d'interface. On reprend notre récap. Le shadow mode, c'est toujours à une destination d'une équipe métier. Quand c'est eux qui vont décider qu'un domaine est vraiment zéro tolérance, on ne peut pas se permettre d'avoir un bug dessus. Donc ça va permettre de mesurer et comparer deux versions par rapport à une autre. Et donc on reprend les outils qu'on connaît déjà et on rajoute juste les loggers. Ok, nouvelle et dernière situation.
cette fois, on a une grosse migration à faire. Donc, on veut migrer l'ORM. On veut aussi faire un changement de framework front. Et puis, du coup, tant qu'à faire, on va faire une refonte UX/UI. Évidemment, c'est sur un chemin critique. On a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent cette page qu'on veut migrer. Et c'est une page importante pour le business. Donc, on ne veut pas faire n'importe quoi et on veut impacter le moins possible les utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est du Canary Release. Donc, au début, on va définir plusieurs groupes de clients. Donc là, c'était une page qui s'adressait à nos clients B2B. Donc, on a décidé avec certains clients qui voulaient absolument la feature, qui étaient prêts à l'avoir en avance, même s'il y avait un peu des bugs, de les mettre en bêta-testeur. On a nos clients qui nous rapportent le plus d'argent. Eux, clairement, on les garde pour la fin. C'est les clients les plus importants. Et on a mis les autres clients dans la tranche du milieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer cette nouvelle page, cette nouvelle version, d'abord pour les bêta-testeurs. Donc, eux, ils vont le voir, ils vont nous faire des retours, il va y avoir des bugs ou des features qu'ils auraient voulu avoir ou quelque chose qui ne leur plaît pas et on va pouvoir le prendre en compte. Une fois qu'on est serein sur cette version, on va le déployer à la majorité de nos utilisateurs. On va l'activer à la majorité de nos utilisateurs qui vont, comme il y a beaucoup de monde, encore sans doute nous faire des retours qu'on va pouvoir prendre en compte. Et une fois qu'on est vraiment serein, on va pouvoir l'activer chez nos clients importants. Et là, du coup, on est vraiment confiant quand on fait ça parce qu'on a déjà eu des retours, c'est utilisé et c'est vraiment des cas concrets. Et du coup, on pense qu'il y aura beaucoup moins d'impact derrière. Et dans le code, qu'est-ce que ça nous donne ? Bon, je pense que vous connaissez la chanson, ça reste un if-else centralisé, on fait vivre 2 versions de l'application, on reprend du coup tous nos outils de flag pour décider de qu'est-ce qui est envoyé à l'utilisateur. Et nous, on a pu faire ce canary release avec du refreshcop et du GitOps. Donc on a juste mis une liste des utilisateurs qui étaient en bêta-testeur. Bon, par contre, clairement, nous, on a pu le faire parce qu'on n'a pas énormément de clients B2B et c'est un cas qui n'arrive pas souvent, mais clairement c'est pas optimal, ça rajoute de l'overhead et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein d'outils externes qui existent déjà et qui gèrent très bien ce genre de choses, surtout quand vous avez une population qui est du B2C et qui vont aussi vous permettre de gérer donc de la segmentation d'audience pour faire un canary release intelligent. Donc, si on résume, les Canary Release, c'est vraiment par l'équipe métier. Ils vont identifier un changement vraiment impactant et ils veulent protéger certains clients. Ça va nous permettre de réduire le risque à l'activation, de détecter les erreurs, les régressions et de protéger ses clients. Et comment le faire ? Là, nous, on a pu le faire avec les outils qu'on avait déjà mis en place parce qu'on ne le fait pas souvent. Mais si c'est quelque chose, un besoin récurrent chez vous, on vous conseille d'utiliser des outils dédiés. Bon, on a vu 3 outils d'experimental flag, l'A/B testing, le shadow mode ou le dry run et le canary release. Je ne vais pas détailler plus que ça, je crois qu'on est un peu en retard. Du coup, on n'a même pas le temps de souffler. Donc là, on a vu les release flags, les ops flags et les experimental flags. Du coup, on met tout derrière un flag, Elise ? Je pense que oui. J'ai une nouvelle feature qui va prendre du temps à développer, je le mets derrière mon release flag. Et moi, j'ai un cas technique complexe, je vais mettre un ops flag. Et bon, il y a le PM qui demande 2 versions de l'application, je lui mets un experimental flag. C'est pas trop... Je crois qu'on s'emballe un petit peu là, on en met trop. Clairement, il faut qu'on trouve un moyen d'arbitrer. Alors déjà, le premier critère, ça va être la complexité de maintien du flag. Depuis le début, on vous parle de if centralisé. C'est pas pour rien. Si on met un if, ça va être plus facile que si on en met plein partout, dans tous nos services, à toutes les couches de nos repos. Mais bon, quand il y a vraiment une nécessité externe, donc j'ai beaucoup insisté sur la dépendance d'un autre service, parfois c'est vraiment, on ne peut pas s'en passer. Donc c'est un critère qui est important et qui fait plutôt pencher la balance de ce côté-là. Et enfin, pour nous, le critère le plus important, c'est la criticité de la feature. Si c'est quelque chose de crucial pour vos clients, vous allez être obligé de le chouchouter et du coup de protéger et de sécuriser. C'est un peu un backup. Mais la dette technique dans tout ça, Marion ? C'est vrai qu'au début, si on a un flag par-ci par-là, ça va. Mais là, ça fait longtemps qu'elle existe, on commence à en cumuler des flags là. Et je crois qu'on commence à s'arracher les cheveux dessus carrément. Et même si on n'en a pas beaucoup, il suffit qu'ils soient au même endroit et on va avoir des combinatoires qui vont vite devenir intenables. En plus, à chaque fois, on est obligé de doubler le travail de notre QA parce qu'il doit forcément tester si le flag est on, si le flag est off. Et comme ils peuvent être en combinatoire, ça va vite augmenter. Qu'est-ce qu'on garde du coup ? Déjà, si on regarde le cycle de vie de nos flags, le release flag, on le met dès le début, on le met quand on fait notre développement.
On peut le mettre jusqu'à ce que la feature soit activée et validée, mais après, on peut le supprimer. Et ensuite, il y a l'experimental flag, donc on le met dès le départ. Lui, je vais le garder le temps de collecter ma donnée, de faire l'analyse, donc un peu plus long. Et une fois que je suis sûre, je vais pouvoir le supprimer du code. Par contre, l'Ops flag, c'est un peu différent. Il permet à l'application de s'adapter au trafic, aux utilisateurs ou aux applications externes. Donc clairement, on en a besoin tout le temps et on va le faire varier tout au long de la vie de l'application. Donc on va le garder dans notre code. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux types de flags qui émergent, ceux qui ont un cycle de vie temporaire, qu'on va devoir supprimer une fois que la feature sera finie, et ceux qu'on va garder ad vitam aeternam avec notre application, qui vont nous aider, donc l'ops flag. Et bon, maintenant qu'on sait ce qu'on doit supprimer, comment est-ce qu'on peut le supprimer facilement ? Pour se faciliter le ménage à la fin, il y a des bonnes pratiques qu'on peut faire en fait dès le début. Donc dès que vous ajoutez un flag, nous ce qu'on va vous conseiller, c'est vraiment de créer un ticket pour le clean. C'est un peu un to-do, un rappel que vous n'oublierez pas. En plus de ça, comme on vous l'a dit, il faut mettre le moins de if possible, essayer de vraiment centraliser. Dans votre ticket, vous pouvez spécifier les repos impactés et vous pouvez même aller jusqu'à mettre des to-do en commentaire qui référencent ce ticket. Et bon, du coup, pour aller un peu plus loin, cette conf, on l'a créée avec notre contexte, c'est-à-dire un contexte où on est très DevOps, on release tous les jours, on déploie tous les jours, sauf le vendredi après-midi. Et on n'est pas les seuls à penser que déployer souvent, c'est bien. Quand on regarde les plus grands, eux aussi, ils vont déployer à la demande. Et si on veut aller encore plus loin pour essayer de s'améliorer toujours plus, il y a les Dora Metrics qui existent. Donc Dora Metrics. Et donc c'est 4 axes sur lesquels vous pouvez mesurer vos équipes pour voir si vous êtes des équipes expérimentées. Mais bon, donc nous, on est dans ce contexte-là. Mais évidemment, tout ce qu'on vous a donné, c'est adaptable à tout rythme de release. Nous, le message qu'on voulait vraiment vous faire passer, c'est qu'on doit être serein quand on met en prod. On doit avoir tous les outils pour ne pas stresser et de faire de la mise en prod un non-événement. En plus de ça, l'IA va venir remélanger un peu les cartes. Déjà, ça va être intéressant de mettre des feature flags sur des features qui ont été accompagnées par l'IA. Et ça va aussi nous permettre de diminuer le coût de maintien d'un flag grâce à l'IA. Donc là, on vous a présenté plein de possibilités, plein d'outils, plein de cas d'usage, que ce soit métier, que ce soit technique. Il faut quand même prendre en compte que ça va augmenter la complexité de votre code. Vraiment, les feature flags, ils auront quand même un coût et il faut vraiment éviter de se retrouver à avoir des nœuds partout. Donc, pensez vraiment à clean. C'est un message, c'est limite le message le plus important qu'on voulait vous faire passer. C'est plein de possibilités, mais n'oubliez pas, clean est derrière vous. Et bon, with great powers come great responsibility. Donc tout est question d'équilibre. Comme on vous l'a dit, on veut éviter d'avoir les combinatoires, d'avoir des if dans tous les sens, des features on-off, qu'est-ce que ça se passe en cas de edge case, etc. Du coup, nous, c'est vraiment donc, des pratiques qu'on a déjà mis en place dans nos équipes. Avant chaque grooming, chaque conception, on va pouvoir réfléchir entre nous et avec notre PM sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'un flag ou pas, comment est-ce qu'on le met en place. Et c'est donc des pratiques c'est des questions qu'on se pose pratiquement à chaque fois. Donc ça va être à vous maintenant de l'intégrer petit à petit dans vos flows. On conseille vraiment de ne pas passer à tout d'un coup, mais de l'intégrer petit à petit, que ça devienne une habitude, ça fasse partie du quotidien. Il va falloir que vous trouviez votre équilibre qui s'adapte à votre application pour avoir la balance du bon côté. Merci à tous pour votre écoute